Donc, j'appelle Frédéric Baudin, qui va... je le présente d'abord. Frédéric Baudin est docteur en histoire et philologie orientale depuis 1996. Et il est professeur de langue arabe et d'études islamiques depuis 2001. Spécialisé en histoire et philologie pour la période mamelouk en Égypte et en Syrie, 13e, 14e et 16e siècle. Il s'est également consacré à l'étude critique de l'historien égyptien Al-Makrizi, après avoir identifié un carnet de notes autographe dans les collections de l'Université de Liège. Cette découverte est à l'origine du projet Bibliotheca Macrisiana qui vise à mettre à disposition un grand nombre de textes de cet auteur. Édition critique accompagnée de traductions et d'études. Et aujourd'hui, merci d'être venu pour nous parler directement d'un texte étudié par Paul Casanova. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nouria, pour cette présentation. Et je souhaite adresser également mes remerciements à M. Desroches pour l'invitation à présenter une communication dans le cadre de ce colloque consacré à un chercheur dont je connaissais évidemment les travaux sur la topographie du Caire, sur l'histoire de la citadelle, mais à propos duquel je savais vraiment très peu de choses, et c'est ce qui m'a un peu poussé à m'intéresser à un sujet qui m'écarte probablement, comme vous en doutez, de ce que je fais en général, c'est-à-dire traiter d'El-Makrizi. Mon souhait était plutôt de me diriger ici vers une des toutes premières publications de Casanova, qui montre très bien que ce chercheur était quelqu'un de perfectionniste qui souhaitait aller au fond des choses déjà au début de sa carrière. Lorsque Paul Casanova arrive au Caire en 1890, il se dirige avant tout vers la numismatique. Son installation dans la capitale égyptienne le conduit naturellement vers les grands collectionneurs locaux de monnaies et de pots en verre, auprès desquels il entreprend des enquêtes et des catalogues. Pourtant, dès la fin de l'année 1891, son intérêt s'oriente vers un autre domaine. Il présente à l'Institut égyptien une communication intitulée « Qarakouch, sa légende et son histoire », publiée l'année suivante. Ce premier travail annonce une recherche plus ample qui aboutira en 1893 à une étude accompagnée de l'édition et de la traduction de 3 textes relatifs au même personnage. Ce déplacement de la numismatique vers l'étude des récits attribués à Qarakouch n'est pas fortuit. Il s'inscrit dans un mouvement plus large de l'histoire des études arabes marqué par l'intérêt croissant porté aux productions narratives qualifiées à l'époque de populaires. Cette catégorie, aujourd'hui interrogée et en partie délaissée en tant que telle, renvoyait à des textes dont la circulation, la réécriture et la transmission ne relevaient pas exclusivement de l'écrit savant, mais aussi de régimes de diffusion plus souples, souvent liés à l'oralité. Les Mille et une nuits constituent dans ce cadre l'exemple paradigmatique. À la même époque, les travaux d'Hermann Zottenberg à Paris et de Victor Chauvin à Liège attestent de cette attention nouvelle portée aux récits de traditions narratives, à leur structure, à leurs motifs et à leur histoire textuelle. L'œuvre de Casanova s'inscrit pleinement dans ce mouvement. En 1922 encore, il publie des notes sur les voyages de Sindbad le marin, dans le cadre d'un projet beaucoup plus vaste demeuré inédit. Un heureux hasard a fait ressurgir ce manuscrit voici 2 mois. Dans le cadre de la vente de la très belle et unique collection consacrée aux Mille et une nuits rassemblée par Abdelaziz Godsi, le fondateur de la librairie Aben Serraj ici à Paris, ce manuscrit a été offert à la vente. On apprend, grâce à la notice que Casanova l'avait transmise à l'arabisant Gabriel Ferrand le 11 octobre 1922 pour le soumettre aux éditions Brossard. L'éditeur en question renonça à la publication faute d'argent. Il semble que le manuscrit fut ensuite soumis pour publication à la maison Goettner, qui le reçut exactement 1 mois plus tard. Ce manuscrit contient une édition du texte arabe, une traduction et une étude sur le texte, son origine, le milieu historique et le contexte de l'histoire de Sindbad. Le manuscrit n'a malheureusement pas trouvé son acquéreur et a dû être restitué à son propriétaire, je suppose.
La mise à prix était fixée entre 4 et 5 000 euros. Peut-être que le Collège de France, la bibliothèque, pourrait contacter M. Gozzi pour en faire l'acquisition, puisque les résultats de la vente montrent que ce numéro, ce lot 144, n'a pas été acquis. La redécouverte récente de ce manuscrit rappelle que les recherches de Casanova sur les récits dits populaires ne relevaient pas d'un intérêt marginal ou occasionnel, mais d'une interrogation plus profonde sur les formes de circulation des textes, leur composition et leur transformation au fil du temps. Parmi les travaux de Casanova consacrés à Qarakouch, celui qu'il dédie à la légende de ce personnage mérite une attention particulière. D'une part, il a durablement fait autorité. D'autre part, il n'a fait l'objet que de peu de réexamens critiques. C'est pourquoi il me semble pertinent d'y revenir, non pas pour en discuter la validité au sens strict, mais pour interroger ses présupposés, ses résultats et la manière dont il peut être relu aujourd'hui à la lumière des approches contemporaines. Je n'entends pas, pour ma part, réévaluer Casanova selon des critères anachroniques. Son travail doit être replacé dans son contexte intellectuel, philologique et épistémologique. Il procède d'une érudition remarquable, d'un sens aigu du texte et d'un souci constant d'exhaustivité. En revanche, il peut être utile de confronter ces analyses aux acquis plus récents de l'histoire culturelle, des études folkloriques et de l'anthropologie du récit, afin de mieux comprendre ce que la légende de Qarakouch dit moins d'un individu que des modalités de fabrication d'une figure narrative. Mon exposé s'articulera autour de 4 axes. Les sources mobilisées par Casanova, les conclusions qu'il en tire, les prolongements apportés par les études modernes, puis une tentative de réévaluation de la légende dans une perspective plus théorique. Avant d'entrer dans le détail, il convient de rappeler brièvement qui fut Qarakouch. Et je dis brièvement puisqu'il sera le sujet de la communication de Jean-Michel Mouton juste après la pause. Eunuque originaire d'Asie mineure, peut-être d'origine arménienne, il apparaît dans les sources aux côtés de Shirkuh lors de l'expédition en Égypte. Après la mort de ce dernier, il semble avoir joué un rôle dans l'ascension de Saladin. Il exerça ensuite plusieurs fonctions de premier plan, gardien du palais fatimide et des trésors qu'il contenait, responsable de la construction de la citadelle du Caire et des murailles de la ville, puis acteur non négligeable des recompositions politiques qui suivirent la mort de Saladin. Il mourut à un âge avancé en 1201. Les historiens médiévaux le présentent généralement comme un homme de discernement, d'intelligence et de fermeté, même si cette dernière qualité put nourrir des inimitiés. Rien dans ces témoignages ne laisse présager l'image d'un personnage grotesque ou irrationnel. Pour sa communication à l'Institut égyptien, Casanova connaissait 2 textes principaux relatifs à la légende de Qarakouch. Le premier était un texte composé par Es-Suyuti, mort en 1505, et conservé dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris. Le second était un texte attribué à Abd es-Salam el-Laqani, savant malikite, mort en 1668, dont Casanova avait eu connaissance par un manuscrit conservé à Munich. À ces 2 témoins s'ajoutait, par l'intermédiaire du Kashf ez-Zunun de Khatib Chelebi, la mention d'un texte plus ancien attribué à Ibn Mammati, contemporain de Qarakouch. Après la communication de Casanova, Ahmad Zaki Pacha, qui était présent, lui signala l'existence d'une copie de ce texte d'Ibn Mammati dans les collections de la bibliothèque Khedivial du Caire, ce qui permit à Casanova de reprendre la question dans une étude plus complète 2 ans plus tard. L'enjeu de cette recherche est formulé par Casanova de manière très nette. Il s'agit, je cite, de distinguer la légende de l'histoire. Une telle formulation révèle déjà une posture méthodologique caractéristique de son temps. Elle suppose qu'un noyau historique puisse être séparé des déformations narratives et que le travail du chercheur consiste à restituer l'événement derrière la fable. Cette démarche, typique d'une historiographie positiviste, a le mérite de clarifier le problème, mais elle tend aussi à négliger la logique propre des récits, leur autonomie relative et les fonctions qu'ils remplissent dans une société donnée. Le texte attribué à Ibn Mammati n'est conservé que par un unique homme au Caire, pas d'autres copies n'ont été identifiées jusqu'à maintenant, au sein d'un recueil composite. Il semble n'être qu'une sélection d'un ouvrage plus vaste, comme l'indique son titre, Al-Mukhtar mimma nuqila min kitab al-Fashouch fi hukm Qarakouch. Donc, sélection de ce qui a été copié, transmis du kitab al-Fashouch fi hukm Qarakouch. Al-Fashouch, on peut le traduire par l'écervelé, l'écervelé concernant la façon d'administrer de Qarakouch. Les indices internes et externes confirment assez solidement l'attribution à Ibn Mammati. La plus ancienne source qui cite ce titre parmi les ouvrages composés par cet auteur est Yaqut al-Musta'asimi, qui est mort en 1229, c'est-à-dire 20 ans à peine après Ibn Mammati, dans son Irshad al-Arib, donc son dictionnaire des savants.
Selon Ibn Khalikan, mort lui en 1282, il s'agissait d'un opuscule, Juz Latif. Une autre source est Zahabi, mort lui en 1349, le qualifie de cahier, Kurras, donc au maximum 10 feuillets, tandis que la sélection qui en a été conservée n'en couvre que 5. Les sources anciennes convergent également pour associer ce texte à Qarakouch lui-même. Dans cet état actuel, le texte ne contient que 14 anecdotes, ce qui laisse penser qu'il ne représente qu'une partie de l'ouvrage original. Le texte des Suyuti, quant à lui, est présenté comme une réponse à une question posée dans le cadre de son enseignement à la mosquée Ibn Touloun en 1493. Cette question portait sur l'identité de Qarakouch et sur la véracité des anecdotes qui circulaient à son sujet. Es-Suyuti compose alors un opuscule bref, fondé sur une courte notice biographique attribuée à Ibn Taribirdi, suivie de 15 anecdotes. Le titre, qui n'est pas fourni par Es-Suyuti dans son introduction, mais tel qu'il est transmis par les copies, est El-Fashouch fi Ahkam Qarakouch. Donc, il ne s'est pas beaucoup fatigué, puisqu'il reprend mot à mot pratiquement celui d'Ibn Mamati. Enfin, le texte de Laqani se présente comme un ensemble plus vaste, consacré à l'amour mystique, dans lequel les histoires de Qarakouch apparaissent sans transition, au nombre de 9, suivies d'anecdotes concernant Juha. La juxtaposition de ces récits, sans véritable cohérence thématique immédiate, montre bien la porosité des frontières entre genre narratif et l'importance des logiques d'agrégation textuelle. L'analyse comparative du contenu permet de dégager 3 catégories principales d'anecdotes. La première catégorie concerne les anecdotes qui relèvent de la justice dite discrétionnaire, c'est-à-dire cette justice appliquée non pas par les juges, mais par le souverain, c'est-à-dire le sultan ou un de ses émirs. Voici une de ces anecdotes. Quelque chose ayant été volé du temps de Qarakouch et les propriétaires lui en ayant apporté leur plainte, il s'informa d'eux si la rue où il demeurait était fermée d'une porte. Sur leur réponse affirmative, il se fit apporter la porte et ordonna qu'on la frappât. Pendant qu'on exécutait ses ordres, il approcha son oreille de la porte et lui parla tout bas. Ensuite, il fit appeler tous les habitants de la rue et en présence de la porte, il leur dit « La porte que voilà me dit que celui qui a la chose volée a une plume sur la tête. » Le voleur qui se trouvait là porta machinalement la main à sa tête. Qarakouch, qui le vit, le fit battre pour tirer de lui un aveu. Celui-ci avoua le vol et rendit la chose volée que Qarakouch fit remettre à son propriétaire. Cette anecdote n'a rien d'un jugement à la Salomon. Mais au-delà du moyen employé, assez risible, le fait de s'adresser à la porte, on ne peut qu'être étonné du subterfuge utilisé ici par le personnage pour pousser le voleur à se faire connaître. La deuxième catégorie est celle des anecdotes qui mettent en scène des décisions politiques absurdes. En voici une. Un chrétien vient vers lui. Qarakouch s'effraie de le voir entrer avec un écritoire d'ébène noir. « Tu m'apportes de bon matin du noir », c'est-à-dire signe de mauvais augure. Il le place dans une pièce d'étoffe. Mais voici que l'encre se renverse sur les bottines du chrétien. « Malheureux, s'écrie Qarakouch, tu fais des erreurs sur les registres de notre maître le sultan et tu lèches ces registres. Ton habit est tout noir. Garde, enfermez-le jusqu'à ce que son habit soit blanc. » Puis il le délivra. Dans cette anecdote, on perçoit évidemment une critique acerbe des secrétaires chrétiens, qui étaient largement employés par la chancellerie à l'époque. Enfin, la troisième catégorie est celle qui relève d'un registre plus personnel, parfois grivois. Il voulut approcher une esclave. Il resta impuissant. « Par Dieu, dit-il, je vendrai ce membre et en acheterai un autre. » Cette typologie est utile car elle montre que la légende ne repose pas uniquement sur l'idée d'une stupidité abstraite, mais sur la mise en scène répétée d'un pouvoir au fond mal exercé, d'une autorité décalée ou d'une décision paradoxale. On peut ici insister sur un point théorique important. L'anecdote n'est pas seulement un petit récit comique, elle constitue une forme narrative particulièrement adaptée à la circulation, à la mémorisation et à la reprise. Sa brièveté, sa structure fermée et sa chute, souvent efficaces, en font un support idéal pour la transmission orale et l'appropriation collective. Dans le cas de Qarakouch, l'anecdote contribue à fixer un type de pouvoir, plus qu'à rapporter un événement précis. C'est précisément cette capacité de condensation qui explique en partie la réussite du personnage comme figure légendaire. Avant d'examiner plus en détail les conclusions que Casanova tire de son étude des 3 textes, il convient de signaler que, malgré leur thème commun, ceux-ci présentent un contenu relativement peu homogène. Comme le montre le diagramme suivant, les textes partagent en réalité peu d'anecdotes entre eux. Le texte des Suyuti ne reprend ainsi que 3 anecdotes du texte d'Ibn Mamati.
tout en ajoutant 12 inédites. Quant au texte d'Al-Laqani, il en partage 6 avec celui des Suyuti, tout en conservant 3 anecdotes qui lui sont propres, mais aucune commune avec Ibn Mamati. Ce diagramme met ainsi en évidence la mouvance de la légende, qui se constitue et se recompose au fil du temps, certaines anecdotes étant ajoutées, d'autres oubliées, ce qui est parfaitement normal pour des récits ayant circulé principalement par voie orale. Cette hétérogénéité textuelle invite à la prudence méthodologique. Si les versions diffèrent sensiblement, c'est que la légende n'existe pas sous une forme unique, mais comme un faisceau de variantes. C'est à la lumière de cette mouvance que doivent être lues les interprétations qui suivent, et c'est dans ce cadre que Casanova articule ses observations et propositions explicatives. Pour Casanova, la logique de l'ensemble s'éclaire à partir de la préface conservée du texte d'Ibn Mamati. Voici ce texte. « Quand je vis l'intelligence de Qarakouch, obstinée à la stupidité, les peuples livrés à la ruine, que Dieu les délivre de toute affliction, l'exemple des savants délaissés, l'oppresseur et l'opprimé confondus, pas l'ombre en son cœur de compassion, le premier réclamant ayant toujours raison, la franchise non écoutée et nul ne pouvant devant sa haute autorité contredire sa parole, lui incarnant en sa diablerie le diable et prononçant des jugements où l'inspiration de Dieu ne descendit jamais, alors je composais ce livre pour satisfaire à celui qui, peut-être, délivrera de cet homme les musulmans. Qarakouch était un esclave, porté vers les Blancs, grand ennemi des Noirs. Dieu est le recours, en lui est la pluie. » Casanova y lit l'expression d'une hostilité personnelle, nourrie par des rivalités politiques et des ressentiments liés à la couleur de peau. Ibn Mamati était d'une famille originaire d'Assiout, une famille de Coptes convertis 2 générations plus tôt, et qui donc devait avoir un peau un peu plus basanée que notre Qarakouch qui venait d'Asie mineure. À l'origine sociale et à la lutte pour le pouvoir. Qarakouch y apparaît comme le produit d'un pamphlet satirique rédigé pour discréditer un adversaire, jugé redoutable mais obstiné. Cette lecture n'est pas dénuée de pertinence. Elle met en évidence la dimension polémique du texte et son insertion dans un contexte de concurrence politique. Toutefois, elle tend à réduire le phénomène à une causalité linéaire. Un auteur, une inimitié, un texte satirique. Or, les sources elles-mêmes indiquent que les anecdotes circulaient déjà avant leur mise en forme par Ibn Mamati. Un des premiers, Ibn al-Jawzi, qui est mort en 1256, dit « Walahu waqi'at ajiba ma'al misriyin hatta sannafu lahu kitaban wa sammauhu al-fashush fi ahkam Qarakouch ». Donc, des événements curieux le concernant avec les Égyptiens sont connus, au point qu'ils ont composé à son sujet un livre qu'ils ont intitulé etc. Et enfin, Ibn Khalikan, un peu plus tard, déclare « Wannas yansubun ilayhi ahkaman ajiba fi wilayatihi » et il ajoute ensuite que Ibn Mamati, à la suite, a composé son ouvrage. Le livre n'invente donc pas ex nihilo une image négative de Qarakouch. Il recueille, organise et accentue une tradition narrative préexistante. Autrement dit, Casanova identifie avec justesse un geste de compilation polémique, mais il sous-estime la profondeur sociale du phénomène. La légende de Qarakouch ne se réduit pas à un pamphlet. Elle relève d'une dynamique plus large de circulation, d'appropriation et de réaffectation de récits. Cette limite de l'approche de Casanova peut être formulée autrement. En cherchant l'origine unique de la légende, il présuppose une relation presque directe entre l'intention d'un auteur et l'effet produit par le texte. Or, la tradition orale, ou plus largement la tradition narrative, obéit à d'autres logiques. Elle transforme, redistribue, déplace et resémantise des contenus déjà disponibles. Le texte d'Ibn Mamati apparaît alors moins comme l'acte fondateur d'une légende que comme l'un des moments où une série de récits disparates est fixée dans une forme cohérente et polémique. Les travaux modernes d'Ulrich Martzolf et de Boaz Shoshan ont permis de renouveler l'approche. Dans une perspective d'histoire des motifs, le travail d'Ulrich Martzolf montre que plusieurs anecdotes attribuées à Qarakouch appartenaient déjà à un fond narratif plus ancien. Le tableau comparatif suivant permet de constater qu'une des anecdotes rapportées, par exemple, par Ibn Mamati, figure déjà dans le Nasr ad-Durd al-Abi, qui est mort en 1030. Ainsi que dans le Kitab al-Hamqa wal-Murafalin, c'est-à-dire le livre des sots et simples d'esprit d'Ibn al-Jawzi, qui est mort la même année que Qarakouch. Et l'anecdote en question dans cet ouvrage
n'est pas attribué à Qarakouche. La récolte est toutefois plus fructueuse en ce qui concerne les anecdotes rassemblées par Es-Suyuti, marquées ici par la lettre S. Près de la moitié, 7 sur 15, figurent dans des sources remontant au 9e, 10e et 11e siècle. Il est indéniable donc qu'à la fin du XVe siècle, la légende de Qarakouche a beaucoup évolué. On pourrait parler de mouvance. Plusieurs anecdotes très anciennes figurant dans des ouvrages connus finissent par être remises au goût du jour en remplaçant le protagoniste par Qarakouche, dont l'image décervelée est ainsi renforcée au fil du temps. Cela permet de comprendre la légende comme un exemple de réattribution. Des récits préexistants sont déplacés vers une nouvelle figure, plus disponible symboliquement, ce qui leur donne une efficacité renouvelée. Qarakouche devient alors un support de condensation narrative. Ce processus est bien connu dans l'étude des traditions populaires. Certaines figures, comme Juha ou Nasreddin Hoja, fonctionnent précisément comme des aimants à anecdotes. Elles absorbent des récits divers, parfois issus de contextes très éloignés, et finissent par incarner un type plutôt qu'une individualité. C'est dans ce sens que la légende de Qarakouche doit être comprise, non comme un simple reflet déformé d'un homme réel, mais comme la stabilisation provisoire d'un ensemble de récits flottants. On peut ici introduire une autre notion importante, celle de mouvance. Le récit traditionnel n'est jamais totalement fixé. Il circule sous des formes variables, subit des expansions, des condensations et des déplacements. Les différences entre les 3 textes étudiés par Casanova sont à cet égard très éclairantes. Elles montrent que la légende n'existe pas sous une forme canonique unique, mais comme un ensemble de versions partiellement emboîtées. C'est ce caractère mouvant qui fait de Qarakouche une figure narrative particulièrement intéressante. Il s'agit moins d'un texte que d'un faisceau de versions. Boaz Shoshan, pour sa part, a proposé une lecture davantage anthropologique et littéraire. Son analyse de certaines anecdotes impliquant des animaux permet de penser la légende comme une méditation indirecte sur le pouvoir judiciaire, les hiérarchies du monde vivant et les limites de l'arbitraire. Il s'agit d'anecdotes où on a un animal et un humain qui sont face l'un à l'autre dans un cas judiciaire et le juge doit trancher entre les deux. Et dans les 3 cas, dans les 3 anecdotes concernées, le juge condamne l'animal. Cette approche montre que la valeur de ces récits ne réside pas seulement dans leur contenu comique, mais dans la réflexion sociale qu'ils autorisent. L'intérêt de ces travaux est aussi de déplacer le regard. Ils ne cherchent plus seulement à identifier un auteur ou un mensonge, mais à comprendre les mécanismes de production du sens. Le personnage de Qarakouche devient alors un observatoire de la circulation culturelle, de l'économie du récit bref et de la façon dont une société encode, à travers la fiction, certaines de ses tensions politiques et symboliques. Le moment est venu de réévaluer maintenant la légende en termes contemporains. À ce stade, il devient possible de formuler une réévaluation plus générale. La légende de Qarakouche ne doit pas être envisagée uniquement comme le produit d'une vengeance personnelle, ni comme la simple caricature d'un administrateur maladroit. Elle constitue une forme de mémoire sociale, c'est-à-dire une reconstruction du passé orientée par les cadres sociaux du présent. Elle ne restitue pas seulement un individu historique, elle fabrique une figure signifiante, disponible pour exprimer des tensions, des rapports de force et des représentations du pouvoir. Cette perspective permet de dépasser une opposition trop simple entre histoire et légende. Le récit collectif ne conserve pas le passé comme un enregistrement neutre, il le récompose selon des besoins présents. Ce que la communauté retient de Qarakouche, ce n'est pas l'exactitude biographique, mais une image socialement utile. En ce sens, la légende est moins un échec de l'histoire qu'une autre manière de produire du sens à partir du passé. Cette mémoire est sélective, orientée et profondément structurée par des attentes narratives. Elle remplit plusieurs fonctions. D'abord, une fonction critique. En prêtant à un haut dignitaire des décisions absurdes, elle met en question la rationalité du pouvoir. Ensuite, une fonction cathartique. Elle offre au groupe dominé un espace de dérision où le pouvoir peut être symboliquement renversé. Enfin, une fonction cognitive, elle permet de réfléchir sous forme narrative au rapport entre justice, autorité et arbitraire. La formation de Qarakouche comme figure légendaire peut ainsi être comprise comme un processus de typification. Son nom finit par désigner non plus un individu historique, mais un type de gouvernant injuste ou absurde. J'en veux pour preuve l'expression « hukm Qarakouche », qui est utilisée par les historiens mamelouks beaucoup plus tard pour qualifier des personnages qui prennent des décisions absurdes, qualifiées d'absurdes par ceux-ci. Par exemple, Makriz al-Suluk parle de l'émir Taybars, qui était connu sous le nom de fou, al-Majnoun,
et qui était le responsable de la porte de la citadelle. Il prit des décisions à la Qarakouch, ahkam qarakouchia, parmi lesquelles figuraient des interdictions strictes concernant la présence des femmes en public. Et puis son contemporain Ibn Hajar, à propos de l'émir Ghalib al-Qazani, dit qu'il occupait en fin de carrière le poste de juge, était considéré comme un ignorant et de faible foi, mais généreux. Ses décisions judiciaires étaient rendues à la manière de Qarakouch. Le fait que cette expression soit entrée dans l'usage jusqu'à nos jours, elle est par exemple encore enregistrée dans le dictionnaire du dialecte égyptien de Hins et Badawi, confirme cette transformation. Le personnage devient un idiome, et l'idiome, à son tour, fixe l'image du personnage. Au XIXe siècle, dans ce récit de voyage de l'allemand Wilhelm Juncker, il devient même synonyme de bouffon. Plusieurs facteurs ont probablement favorisé cette évolution. Son statut d'eunuque, son origine étrangère, sa proximité avec les mutations politiques de la fin du XIIe siècle, ainsi que son caractère réputé inflexible. L'accumulation de ces éléments a pu rendre la figure particulièrement disponible pour une réélaboration satirique. Il ne s'agit donc pas seulement d'une hostilité personnelle, mais d'un ensemble de conditions historiques, sociales et symboliques qui ont rendu possible la construction de cette image. On peut ajouter que la satire du pouvoir fonctionne ici sur un mode indirect. Le personnage historique devient un écran sur lequel viennent se projeter des critiques plus générales. Le succès durable de Qarakouch comme figure du ridicule politique tient précisément à cette plasticité. Il sert à dire tout à la fois l'incompétence, l'arbitraire, l'inflexibilité et l'illégitimité ressentie. C'est cette capacité à condenser plusieurs significations qui explique sa longévité dans la tradition égyptienne. En définitive, l'intérêt majeur du dossier Qarakouch réside dans la tension entre histoire et légende, entre individu et type narratif, entre mémoire politique et imaginaire social. Casanova avait raison d'en souligner l'importance documentaire et de chercher à distinguer les strates du récit. Mais les outils théoriques disponibles aujourd'hui invitent à aller plus loin. Il ne s'agit pas seulement de démêler le vrai du faux, mais de comprendre pourquoi une société fabrique certaines figures, comment elle les transmet et quelles fonctions elles remplissent. La légende de Qarakouch offre ainsi un excellent observatoire des mécanismes de la tradition narrative en contexte islamique médiéval. Elle montre comment un personnage historique peut être reconfiguré en figure de satire, puis stabilisé dans la langue elle-même. À ce titre, elle rejoint les grands corpus de récits populaires par sa plasticité, sa circulation et sa capacité à condenser, sous une forme brève et répétable, une critique du pouvoir. Elle rappelle enfin qu'une légende n'est pas un simple résidu d'ignorance ou de déformation. Elle est un fait culturel à part entière, un lieu où s'articule la mémoire collective, la lutte symbolique et les formes de la narration. C'est pourquoi l'étude de Casanova, malgré ses limites, demeure précieuse. Elle ouvre sur une question qui continue de nous occuper aujourd'hui, celle du rapport entre l'événement, sa mémoire et sa mise en récit. Merci.